philosophie, de la secte philosophique, de la tourbe philosophique. Il voue la philosophie aux Gémeaux, mais précisément on peut penser avec Fourier. Ce n'est pas facile, ce n'est pas penser avec Fourier, ce n'est pas donner une interprétation de Fourier à partir d'une autre forme de pensée, ce que j'ai fait avec Lévi-Strauss, que je ne dénie pas d'ailleurs, parce que ça peut être valable, je pense, et il y a chez Lévi-Strauss dans l'anthropologie, dans la pensée sauvage, quelque chose qui est tout à fait remarquable de ce point de vue-là, qui est véritablement une ouverture de la pensée qui fait qu'il est fondamentalement anti-philosophe, mais la philosophie à laquelle il s'oppose, c'est soit la dialectique de Hegel, soit l'existentialisme de Sartre. Mais il s'oppose beaucoup aux philosophes, justement parce qu'ils ne sont pas capables de penser en dehors de leur propre système, et de former d'autres modes de pensée. La pensée sauvage, c'est ça. Il y a d'autres modes de pensée. Or, dans ce début du XIXe siècle, au moment où il y a eu une crise sociale sans précédent et où il y a la gestation du monde contemporain, il y a des formes de pensée, il y a des formes de pensée qui vont s'inscrire dans le cadre de la pensée hegelienne, que va suivre Marx et tout le socialisme. Il y a une autre forme de pensée qui est celle de l'anarchisme, qui est celle de Fourier, qui est complètement discontinue, je ne dirais pas, je dirais presque incohérente, au sens où elle n'a pas la cohésion d'un système de pensée, où emprunte des formes de pensée tout à fait variées, depuis des pensées de type illuministe jusqu'à des formes de pensée qui sont empruntées à tout ce qu'il y a de pire dans le sens commun, mais qui élabore une forme de pensée qui n'est pas réductible à quelque chose d'autre. Or, c'est ce que j'ai essayé de penser à partir de Fourier et avec lui, et parfois d'ailleurs d'utiliser en tant que tel, de greffer, d'implanter dans la discussion philosophique ou dans le langage philosophique des expressions, des mots de Fourier qui sont irremplaçables, auxquels on ne peut pas substituer d'autres mots ou d'autres visions des choses. Par exemple, lorsque j'ai essayé de penser l'enfance, alors que la philosophie n'a jamais formé la moindre des pensées de l'enfance, c'est à partir de Fourier que j'ai essayé de construire quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça soit fait d'une façon complète, mais ça donne un exemple de la manière dont on peut greffer une forme de pensée sur celle de Fourier. C'est ça, ben voilà, ce que je cherche toujours à faire. D'ailleurs, si l'on pouvait utiliser le terme de philosophie dans un sens, de philosopher dans un sens actif, on pourrait dire de philosopher ou de philosophiser Fourier. C'est-à-dire, il était hostile à la philosophie, mais voyons ce que c'est si l'on voulait construire une philosophie qui parte de Fourier, c'est ça, et sans le fausser, sans le trahir, sans le réduire à d'autres. Alors, ce qui avait été mon point d'attaque, c'est dire que la pensée utopique de Fourier n'était pas du tout le socialisme utopique, ou que la pensée de Fourier n'était pas le socialisme utopique, opposé au socialisme scientifique, qui était une réduction abusive et tout à fait inexacte qui avait été faite par Engels. C'était là-dessus que ce petit texte sur l'attraction passionnée s'était greffé. Philosophier, tu dis. Oui.
Comment? Tu avais quelque chose? Vous n'avez pas fini? Si, moi j'ai fini. Ah bon, d'accord. Je pensais pas que ça se passe. Non, mais j'écoute, moi. Donc, si vous avez une question à poser, c'est le moment. Sinon, nous allons passer le film. Et c'est ça, oui. Ouais. René attend beaucoup les images. Bon, vous allez voir. Ça reprend les petites choses qui ont pu être évoquées ici. Mais c'est comment on va se promener le samedi. À Vincennes, à la recherche. Bon, j'espère que je vais pouvoir le faire marcher. Il faudrait éteindre la lumière. Mais ça, il a oublié, c'est ton tour. Non, c'est Italier, ça c'est. Tu l'as laissé? Moi je pense qu'il peut le prendre. Mais s'il y a, vous faites quelque chose, vous faites des essais, ensuite vous êtes parce que là c'était un petit texte que Tu as un texte à lire. Alors je crois que tu. Non, je ne vais pas le lire, je le donne si on fait quelque chose, Pourquoi on tu ne le met pas. Mais là, c'est pas la peine de le... Mais si, c'est uniquement si c'est imprimé qu'on peut le mettre si c'est quelque chose. Dans le programme, tu avais la parole de la femme. Non, Oui, mais justement, j'ai la parole de la femme, je viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre avec Fourier. Non, je pense que tu devrais lire ton texte. Ouais, Bon, tu lis ton texte maintenant et après on regardera le film. absolument. Ah, pour conclure, hein, c'est ça, j'avais fait un petit exit. Allume. Il n'y a que 3 pages, de sorte que c'est rien du tout. C'est un tout petit exit pour donner le ton donc philosophique qui s'appelle l'immortalité en philosophie. Au risque d'être, je lis intégralement, au risque d'être banal et de me trouver bien en dessous de nombreux commentateurs d'un texte célèbre que je vais citer d'ailleurs parmi lesquels Michel Foucault et Jean-François Lyotard en particulier, j'aimerais placer dans ces derniers mots que je vais prononcer une réflexion mise en exergue sur un texte de Kant qui sont bien connu dans le conflit des facultés, der Streit der Fakultäten, à l'événement qui sont consacrés à l'événement de la Révolution française et à son effet sur les peuples et les esprits pensants de l'Europe de son temps. Un événement qui est celui de l'éruption irréversible et inoubliable de ce qu'on peut appeler en gros la liberté, plus exactement de la passion, de l'amour de la liberté comme étant un besoin pour la vie d'un peuple. On connaît le passage que je lis ici, que là, c'est le passage de Kant, que la révolution d'un peuple spirituel que nous avons vu s'effectuer de nos jours réussisse ou échoue, qu'elle annonce la misère et les crimes affreux au point qu'un homme sage, s'il pouvait espérer l'entreprendre une seconde fois, l'entreprenant une seconde fois, l'achever heureusement, se résoudrait cependant à ne jamais tenter l'expérience à ce prix. Cette révolution, dis-je, trouve néanmoins dans les esprits de tous les spectateurs qui ne sont pas engagés dans ce jeu, une sympathie d'aspiration qui touche de près à l'enthousiasme et dont la manifestation même exposait au péril, qui par conséquent ne pouvait avoir d'autre cause qu'une disposition morale du genre humain. Je pense que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui ont été commentées justement, en particulier par Jean-François Lyotard dans l'enthousiasme, et tout est dit avec des échos que ça éveille aujourd'hui, d'ailleurs, du côté de l'actualité la plus récente, comme par exemple les révolutions dans les pays arabes, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, ou alors plus lointainement des échos de la révolution russe, c'est-à-dire une révolution qui a été accompagnée ensuite à la fois de déformation, justement de crimes dans les goulags, etc., ou encore la Révolution française en 89, qui, au moment où écrivait Kant, était accompagnée des mouvements de la terreur qui étaient rejetés par toute l'Europe, quelle que soit l'interprétation qu'on en a donnée ensuite, et qui sont prêts d'ailleurs à soulever jusqu'à maintenant des contestations et des passions, puisque même la Révolution française est un événement qui est loin d'être clos.
sans épiloguer, car que, justement, parce que cela a été fait, ce n'est pas mon propos, je me contenterai, je dis, ici de souligner le néanmoins, parce qu'il dit néanmoins, on trouve néanmoins dans les esprits. Ce néanmoins, je rappelle, qui fait suite au fait, même s'il y a eu une déformation, des crimes affreux qui ont été faits, de la misère, néanmoins, de néanmoins, c'est tout simplement le petit mot allemand d'or. Donc c'est un mot tout à fait petit, mais autour desquels il y a tout un tas d'idées qui sont soulevées. C'est ce petit d'or qui est au centre de la phrase. On trouve néanmoins dans les esprits qui est la marque et le critère d'une différence radicale qui sépare deux conceptions de l'histoire et de la philosophie. L'une qui est soumise à un réel qui est identifié à l'actualité en cours, l'autre qui regarde du côté de ce que l'on peut nommer les possibles et latéraux, le virtuel, de ce qui n'est pas exactement réalisé ou inscrit dans les faits. La liberté d'un peuple, c'est rigoureusement pas inscrit dans des faits quelconques, mais les accompagne, les éclaire et leur donne sens. Je commente une part à la fois irréelle et incorporelle, c'est là où l'on trouve justement la présence de l'incorporel comme faisant partie de la réalité la plus matérielle, ou bien du virtuel comme faisant partie de la réalité, et dans cette mesure plus réelle, en tant qu'indestructible, n'étant pas soumise au cours, qu'est-ce que j'ai écrit, au cours d'un temps qui modifie et emporte toute chose. En revanche, ce temps, elle le traverse et l'organise, elle forme un point remarquable autour duquel il se noue, je disais le virtuel, justement, ou le possible latéral, mais encore mieux faudrait-il oser le mot impossible pour désigner cette contradiction dans l'être même de ce qui est à la fois présent et absent, et en tout cas qui est requis, exigible en priorité. Impossible à identifier exactement et à immobiliser, justement comme la notion de révolution ou la notion de liberté qui est toujours détruite à partir du moment même où on l'énonce, mais qui est pourtant irrécusable et nécessaire. De là, ce néanmoins, ce d'or dont il est question, car il indique justement ce qui, dans les esprits du temps, et dans le nôtre d'ailleurs, qui fut et qui persiste toujours à être, le signe de la résistance, le signe de l'illumination au moment où surgit la Révolution française, comme je crois, nous Européens avons été saisis lorsqu'on a vu surgir ailleurs des révolutions. D'ailleurs, je parle de celle des pays arabes, mais il y avait également eu dans le renversement de dictature, la révolution du Portugal il y a un temps un peu plus reculé. Bon, il y a eu énormément de phénomènes de cet ordre que l'on pourrait appeler à titre d'illustration. On pourra également lui donner le nom, alors là, cette fois, d'utopie, mais alors utopie dans un sens particulier, entendu non comme un projet à réaliser, mais comme étant l'ouverture d'une dimension nouvelle, d'une nouvelle mise en forme du temps soumise à l'écoulement perpétuel, et que l'on pourra appeler son éternité ou son immortalité. Alors je m'interrogeais qu'est-ce que c'est que l'immortalité. Où est l'immortalité? Elle n'est pas dans la vie après la mort. Elle pourrait l'être si l'on veut, on peut la supposer ainsi, comme le fera Fourier comme complément de l'harmonie universelle, mais cette immortalité, elle est vécue à tout moment. Elle est vécue dès que l'on est dans cette dimension qui est celle de l'événement, de l'apparition, du surgissement de l'événement. L'apparition, la production en lui d'un éternel, comme l'éternel retour de Nietzsche, c'est également la même forme que lui-même caractérise pour sa part comme étant une illumination, une vision, qui est aussi une suspension du temps à des jalons remarquables, ou à des points remarquables qui le ponctuent. Une fulguration, si l'on pourrait dire, une fulguration
qu'il traverse, j'avais écrit, c'est la transversalité du devenir. Je pense que c'est un peu, pour employer des termes, guattariens et deleuziens. Deuxième partie, la proclamation révolutionnaire de la liberté. L'acte de cette liberté ne relève plus de l'éphémère. Peu importe que les suites déçoivent, qu'il y ait des retombées, qu'il y ait des chutes, que ces acteurs eux-mêmes décident la fin de l'expérience, comme par exemple en 68, il y a les organisateurs, ou plus ou moins organisateurs de 68, qui ont dit maintenant c'est fini, et tout le monde est rentré chez soi en disant c'est fini, c'était extrêmement décevant. Elle leur a échappé, mais elle s'est inscrite néanmoins, c'est-à-dire le Dor, dans son immortalité propre. Et c'est Kant encore qui dit à la suite, dans la suite du texte, il récidive, cependant, même si le but visé par cet événement n'était pas aujourd'hui atteint, même si la révolution ou la réforme de la constitution d'un peuple échouait finalement, ou bien si après une durée, c'est long, mais enfin je suis obligé de le lire, ou bien si après une durée de quelque temps, tout retombait dans la primitive ornière, comme maintenant certains politiques l'annoncent, cette prédiction philosophique néanmoins, Dor, ne perd rien de sa force, car cet événement est trop grand, trop lié aux intérêts de l'humanité et d'une influence trop étendue dans le monde et toutes ses parties, pour ne pas devoir être rappelé au peuple à l'occasion de circonstances favorables et évoqué pour la reprise de nouveaux essais en ce sens. Le sens c'est celui-ci, encore ce néanmoins qui récidive, en dépit de tout, à l'encontre de toute preuve ou de prétendue démonstration par les faits, il y a donc quelque chose d'indestructible, d'indéracinable, d'irréversible dans l'événement ainsi entendu, ainsi que conjointement, surtout peut-être, d'ailleurs, mais associé d'une façon inextricable, dans la croyance, dans la foi, dans son irréversible nécessité. Et c'est le troisième point, reliant cela à un domaine qui n'est pas celui exactement de la démonstration, mais celui de la croyance en philosophie. Sans doute le philosophe, c'est-à-dire Kant, invoque-t-il ici seulement une idée de la raison qui est aux limites de la théorie et de la pratique, combinant conjecture et morale, une certitude morale en quelque sorte, mais il faut savoir la relier aussi, je crois, ce qu'il appelle dans d'autres textes une foi rationnelle. Voici qu'il nous apporte un jour nouveau à ce moment-là sur tout un aspect de la raison que celui qui dépend uniquement de la rigueur des déductions et des preuves. Celui de la foi ou de la croyance qui prévaut sur tout savoir acquis par quelque démonstration que ce soit. Et cela aussi relève de l'utopie. L'utopie n'est pas démontrable, elle n'est pas de ce domaine, mais elle n'en est pas moins indispensable à la vie, c'est une croyance en la vie. Pour aller vite et pour conclure, puisque c'est ce que je dois faire maintenant, je dirais que la philosophie actuelle, j'entends la pensée philosophique telle que nous pouvons la pratiquer, la concevoir et la pratiquer, la philosophie qui vient selon une expression que je crois Walter Benjamin avait utilisée pour un de ses articles, en même temps qu'elle est hantée sur l'expérience, c'était la pensée de Benjamin, la philosophie qui vient est une pensée de l'expérience. Il en faisait une sorte de prolongement très élargi, très étendu de la révolution copernicienne appliquée par Kant. Donc c'est hanté, c'est-à-dire fixé sur l'expérience au sens large. La vie concrète, elle est aussi ancrée dans cette croyance en la vie, ou comme l'a formulé aussi Deleuze dans ses études sur le cinéma, une croyance au monde. J'ajouterai seulement relativement à cela, et ne pensant pas trahir la pensée de Deleuze, d'ailleurs, que cette croyance au monde passe par des points remarquables, des événements lumineux et irréversibles, qui constitue la trame éternelle, ou comme il le dit d'un mot emprunté à Peggy, internelle de l'histoire, comme la Révolution française, ou d'autres révolutions, mais comme la Révolution tunisienne, puisque nous avons la faveur d'avoir un Tunisien ici. Point qu'il est aussi loisible de nommer des points